C'est donc un lundi de reprise pour Smart Bourse, le coup d'envoi de cette saison 4 avec le retour de notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas que nous continuons de retrouver chaque lundi à 17h45 en direct pour un décryptage et un tour d'horizon de l'actualité économique, politique, financière américaine. Pierre-Yves, bonsoir. Bonsoir Grégoire, c'est un plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé évidemment. Pierre-Yves, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, puisque la fin du mois d'août est traditionnellement le moment de retrouvailles des grands banquiers centraux autour du symposium historique organisé dans le Wyoming à Jackson Hole. Que faut-il retenir de la carte postale de Jérôme Powell qui a pu être adressée à la planète marché depuis Jackson Hole vendredi dernier? La manière dont je vois les choses est que il fallait que quelqu'un fasse le discours d'ouverture de ce symposium organisé par la Fed de Kansas City à Jackson Hole. C'est tombé sur Jérôme Powell, mais fondamentalement, il n'avait pas grand-chose de vraiment nouveau à nous dire, si ce n'est peut-être avec une petite nuance un peu moins accommodante, le message qu'il avait déjà développé quelques semaines avant. Ma lecture de son discours et que d'abord, il n'a pas décidé ce qu'ils allaient faire le 19 et le 20 septembre prochain. Ils attendent encore de voir quels signaux seront donnés par la conjoncture américaine, en particulier jeudi. On a l'indice des prix des dépenses de consommation des Américains. On a vendredi les indications relatives à l'emploi et la révision possible des chiffres de juillet. Ça, c'est toujours important, ces révisions. Donc, faut-il continuer à majorer les taux ou faut-il faire une pause? Ils ne le savent pas fondamentalement, donc c'est pas que Jerome Powell veut nous cacher son intention, c'est que je pense sincèrement qu'il n'a pas décidé ce qu'ils allaient faire. Et surtout, et ça je crois que c'est un point qui est de plus en plus important à mesure que l'on s'approche du virage du cycle monétaire, l'intention de tout bon président de la Fed est de s'assurer qu'il y a le maximum d'unanimité autour de la table du comité monétaire. Et que ce n'est pas le moment de faire des déclarations dès maintenant qui vont trop dans un sens ou dans l'autre, car il faudra le 19, quand sera publié le communiqué, qu'il y ait le minimum de dissension, voire que la décision soit unanime, car quand on entre dans une phase de virage possible de la politique monétaire, la dissension affaiblit la crédibilité à la fois de l'institution et aussi du patron de la Fed. Mon impression, c'est que le discours de Jérôme Powell était le discours de quelqu'un qui se prépare à faire une pause durable, mais qui ne veut surtout pas prononcer le mot pause. Parce qu'il sait que s'il annonce que la Fed, en gros, est en situation de pause, parce que maintenant, le niveau des Fed Funds et les autres dispositions relatives à la politique monétaire américaine, la fin de l'assouplissement quantitatif, etc., assure un resserrement, même si la Fed ne fait plus rien, le resserrement continue. Si le mot pause est prononcé par la Fed aujourd'hui, le marché va immédiatement réfléchir à, en fait, quand va tomber l'assouplissement? Quand va tomber l'inversement du cycle? Donc, en ne prononçant pas ce mot pause, il évite de donner au marché une incitation à commencer à parier sur la prochaine baisse. Et il est assez satisfait de voir que, pendant que vous étiez à la plage, le marché, en fait, a réduit ses anticipations de renversement des hausses de taux pour la fin de l'année et a repoussé les choses à plus tard l'année prochaine. Toujours cette idée, en tout cas dans la stratégie des banques centrales et de la Fed en premier lieu, de continuer, alors d'aboyer un petit peu pour éviter de mordre. On n'est plus sur des rugissements comme il fallait le montrer en 2022, mais il y a toujours encore, à ce stade-là, à ce niveau du cycle, il y a toujours l'idée qu'il faut maintenir une pression par le verbe pour justement pouvoir peut-être mettre en place concrètement une pause durable. Je pense qu'ils sont sincèrement convaincus qu'ils sont loin d'avoir vu les effets de 11 majorations de taux pratiquées depuis le mois de mars 2022. Tout le monde est très surpris de voir que la conjoncture américaine continue de se porter aussi bien. On va avoir à peu près 2% de croissance, semble-t-il, au troisième trimestre. Le taux de chômage à 3,5%. Personne n'aurait cru qu'avec une telle majoration de taux, la conjoncture se porte aussi bien. On parle du prime rate,
du taux des Fed Funds, mais parlons du prime rate qui compte beaucoup plus pour l'américain moyen. Le prime rate, c'est cette invention de l'industrie bancaire américaine qui consiste à dire, voilà, c'est à ce taux-là que je vais prêter, que je vais faire du crédit à mes meilleurs clients. Le prime rate, quand les taux de Fed Funds étaient autour de 0, le prime rate était resté à 3,5. Aujourd'hui, on est à 8,5. C'est cher d'emprunter de l'argent aux États-Unis. Le rendement le taux des hypothèques à 30 ans maintenant est au plus haut depuis plus de 20 ans. On est à 7,6%. La position de la Fed, me semble-t-il, est de dire c'est pas possible qu'avec un tel prix de l'argent, nous n'ayons pas un ralentissement plus marqué de la conjoncture. Et ils veulent d'abord voir un ralentissement de la création d'emplois et un rééquilibrage du marché du travail. Intéressant de noter que, en parallèle du meeting et des rendez-vous de Banque centrale sur le plan de la politique américaine, Joe Biden endosse désormais très largement ce concept de Bidenomics, alors qui a été défini, commenté par les observateurs, mais qui était plutôt une manière pour ses opposants de définir et de qualifier la politique économique d'un Joe Biden contre lequel il lutte. Bidenomics n'est plus un terme péjoratif. C'était un terme destiné à se moquer, qui a commencé à sortir en janvier-février, qui était employé par les Républicains pour dire, vous voyez, il fait n'importe quoi, on est en situation d'inflation qui a perdu le contrôle et on est sur le point d'entamer une récession. On vous a vendu de la fausse monnaie, on a augmenté le salaire minimum, mais fondamentalement, votre pouvoir d'achat a baissé. La récession arrive, vous allez voir ce que vous allez voir. Le problème, c'est que la récession n'est pas venue, que l'emploi reste très solide, que la confiance des consommateurs américains a monté, que le prix de l'essence a baissé, ce qui a ralenti l'inflation, en tout cas à son niveau prix alimentaire et prix de l'énergie, et que du coup, Joe Biden se dit, Bidenomics, c'est bien, je vais faire campagne là-dessus. Et pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est que Bidenomics? Alors, la définition des Républicains, c'est on distribue de l'argent à tout le monde et on prétend faire de la politique industrielle. Et comme si l'argent était gratuit, c'est le pognon de dingue et l'argent gratuit puissance 10. La définition de la Maison-Blanche, naturellement, est différente. Mais on est loin de constituer une doctrine économique. J'ai essayé de comprendre ce qu'il voulait dire. Elles définissent le terme Bidenomics par opposition au terme du trickle-down, du ruissellement. C'est-à-dire qu'au lieu de rémunérer les plus riches et ensuite de voir que toute la richesse et la croissance descendent pour que tout le monde en profite, non, Bidenomics, c'est nous mettons la classe moyenne au centre et la politique industrielle. Et comme ça, tout le monde dans la classe moyenne va s'enrichir et c'est par le milieu et par le bas qu'on va enrichir l'Amérique. Bidenomics, je crois que c'est clairement, en tout cas, quelque chose qui a contribué à retarder cette récession que l'on nous promet depuis un an et qui n'est toujours pas arrivée. Il n'y a pas de miracle. Quand on a à peu près 6% de déficit budgétaire par rapport au PIB, heureusement qu'on a de la croissance. On était à 5,8 l'an dernier, à 5,2 l'an dernier, 5,8 cette année, probablement plus de 6 l'an prochain. Les dispositions de crédit d'impôt dans la loi IRA, dans la loi de transition climatique qui coûte très cher aux contribuables américains, c'est un doublement de tous les projets de construction d'usines aux États-Unis aujourd'hui par rapport à la moyenne. Plus de 200 projets, plus de 110 milliards sont en ce moment en train de tourner. On construit des usines partout. Janet Yellen parle du battery belt. Hein, on connaissait le Bible Belt. Maintenant, c'est le battery belt, c'est-à-dire il y a toute une zone aux États-Unis, plutôt dans le sud d'ailleurs, où on construit partout des usines pour fabriquer des batteries qui vont permettre de nous faire rouler en voiture électrique, même si on n'a pas envie de le faire d'ailleurs. Donc c'est formidable tout ça, mais ça coûte très cher. Lorsque l'IRA a été voté il y a un an, on pensait que tous ces crédits d'impôt allaient coûter à peu près 440 milliards de dollars sur 10 ans au budget américain. On s'aperçoit que l'engouement pour les crédits d'impôt par les industriels américains est tel que ça va coûter 660 voire 700. Donc tout ça, ça nous fait de la croissance aujourd'hui et tant mieux. Mais si jamais nous basculons en récession, nous allons attaquer cette récession avec un déficit budgétaire énorme. Et ça n'est pas une bonne nouvelle, en particulier pour le marché obligataire.
Pour finir sur le chapitre politique, Pierre-Yves, alors vous aviez peut-être déjà la date à partir de laquelle Donald Trump serait jugé pour avoir tenté de peser sur le résultat de la présidentielle 2020. La date du procès de Trump a été fixée au 4 mars prochain, 2024, Pierre-Yves. Il y a au moins 4 ou 5 procédures, ça n'en finit plus. Ce que je crois, c'est que le camp républicain, y compris dans les gens qui sont sondés aujourd'hui, qui vous disent « oui, je vais voter pour Trump », parce que plus il subit des inculpations, plus sa popularité semble augmenter. Je pense que oui, sa popularité semble augmenter, mais les gens qu'on sonde aujourd'hui sont des gens qui n'ont pas vraiment pris la peine de réfléchir durablement. La saison des primaires a à peine commencé. Il ne faut pas accorder trop de crédibilité à ces sondages qui nous donnent Trump très largement en avance. Il est très largement en avance. C'est une catastrophe pour Ron DeSantis. C'est une catastrophe pour les autres candidats qui essayaient de percer. Mais le match est encore à son début. Beaucoup de choses peuvent se constater que durant le premier grand débat sur Fox News, plusieurs candidats sont sortis du bois comme ça. Il y en a un qu'on ne connaissait pas vraiment et qui a réussi à faire parler de lui. C'est le petit nouveau, M. Vivek Ramaswamy, qui vient du secteur de la biotechnologie. Mais il y a un vieux briscard qui, à mon avis, s'est bien distingué et qui peut poser des problèmes à Donald Trump. C'est Chris Christie, qui est assez populiste lui-même, ancien gouverneur du New Jersey, et qui ici, il faisait un bon score dans le New Hampshire. Le New Hampshire, c'est le 12 mars. Beaucoup de choses peuvent se produire d'ici là. Les élections primaires de l'Iowa, c'est le 15 janvier. Mais si Chris Christie crée la surprise en mars, toute la dynamique peut changer. Bon voilà, entre Jackson Hole, le coup d'envoi des primaires républicaines et les Bidenomics, c'était l'occasion de vous retrouver, Pierre-Yves, avec grand plaisir pour ce quart d'heure américain chaque lundi à 17h45 en direct sur Bismart dans Smart Bourse, que vous retrouvez bien sûr comme le reste de nos émissions en replay tous les jours sur notre plateforme bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Pierre-Yves Dugas avec nous, correspondant américain.